Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Au plaisir de Dieu de Jean d'Ormesson. Les deux précédentes vidéos étaient consacrées à la période 39, 36, 45 plutôt. Voilà, et la dernière, c'est les Allemands qui s'étaient installés au château de Plessis-les-Vaudreuil. Nous reprenons donc. Voici Jean d'Ormesson, toujours semblable à lui-même, voltairien, légèrement moqueur d'esprit, quelqu'un qui manipulait l'art de la conversation de manière exceptionnelle. Voilà. L'Allemand distingué von Wittgenstein. Au cours de l'hiver 41-42, c'étaient des aviateurs allemands qui occupaient le château. Il y avait donc une rotation des troupes allemandes périodique. Un soir, au cours d'une promenade où l'accompagnait son arrière-petite-fille Anne-Marie, mon grand-père remarque un Allemand d'une quarantaine d'années, les cheveux presque blancs, qui salua sans un mot. Mon grand-père porta la main à son chapeau, sans plus. Cette rencontre se reproduisit. Plus tard, mon grand-père reçut une lettre signée Friedrich von Wittgenstein. C'était un cousin d'Ursula. Ursula, vous vous souvenez, nous lui avons consacré une vidéo entière. Cette cousine, mais qui s'était, enfin, cette Allemande qui s'était mariée avec un d'Ormesson et qui était très belle et assez riche aussi. La lettre était accompagnée d'un manuscrit ancien. Il s'agissait d'instructions signées de Charles Quint. Ça remonte loin, ça. Invitant un Wittgenstein de l'époque à rencontrer à Trèves un envoyé du roi de France qui était un d'Ormesson. Et l'officier allemand fait cadeau de cette lettre aux archives de Plessis-les-Vaudreuil. Plus tard, Anne-Marie et l'Allemand se rencontrèrent dans la forêt. Ils s'appréciaient. Le colonel von Wittgenstein, hélas, se faisait par la suite tuer devant Stalingrad. Oui, c'est une des rares occasions où j'ai vu pleurer mon grand-père. Le grand-père qui était rentré dans les 90 ans, sans doute un peu plus fragile, a pleuré, à juste mérite, là. Un membre de la famille, et puis sans doute qu'ils allaient se marier. Bon, Anne-Marie, solitaire, continuait à se promener en forêt sur le seul cheval que nous avions gardé, le seul cheval. Le déclin du château commençait, là. Le maréchal, maintenant. Couleur jaune principale, rose secondaire. Le discours. À la page 381, si vous achetez le livre, il y a la reproduction du petit discours du maréchal Pétain. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. J'imite mal le maréchal Pétain, mais c'est un petit peu ça. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi. On a voulu épargner l'effort. Ça, c'est d'actualité. La société de consommation, c'est l'esprit de jouissance. On revendique toujours plus qu'on ne sert. Et puis, on a voulu épargner l'effort, c'est-à-dire ne pas travailler. Voir Jules Romain, examen de conscience des Français. Le travail, voilà l'ennemi. Pourtant, il n'y a que ça qui sauve face
à la Chine, à l'Inde, au Brésil, etc. La terre, elle ne ment pas, elle demeure notre recours. Un champ qui tombe en friche est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. Oui, ça c'est une espèce de parabole rurale et paysanne. Très juste. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie. Oh, bon, que je vous convie. Oui, un redressement intellectuel et moral, ben on en aurait bien besoin aujourd'hui aussi. Subordonné, titre subordonné, le grand-père. Par rapport toujours au maréchal Pétain. Hein. Mon grand-père se rangera sans hésiter, derrière le vainqueur de Verdun. Sur le maréchal Pétain, De Gaulle l'a fait condamner à la prison. Ah, j'efface ça. Mais quand même, c'était un maréchal de France. Et le vainqueur de Verdun, et Verdun, en 14-18, c'est une des plus grandes batailles. Mais il n'hésita pas, le grand-père, à héberger des juifs dans les maisons de garde perdues dans la forêt. Eh oui, comme quoi il faisait à sa mesure de la résistance. Ça aurait pu lui coûter très cher. Charles de Gaulle, l'inconnu, maintenant. Le beau visage de Pétain, tout plein de gloire militaire et de noblesse paysanne, s'imprimait dans les yeux de chacun. Quand s'éleva tout à coup un murmure de tonnerre, c'était une autre voix, celle du refus et de l'obstination qui traversait les mers. La légende commençait. Oui, à peine. S'éleva un murmure de tonnerre, le refus et l'obstination. Le nom de l'homme de Londres ne disait presque rien à mon grand-père. Général de brigade à titre temporaire, occupant les fonctions de sous-secrétaire d'État quand même, dans le dernier ministère de la Troisième République, quand même. Il avait déjà une orientation politique. Le premier discours de Charles de Gaulle ne fut pas entendu à Plessis-les-Vaudreuil, comme dans la plupart des régions de France, sauf exception. Il y eut 3 discours, celui du 22 juin, du 24 et du 26 juin. Monsieur le maréchal, dans ces heures de honte et de colère pour la patrie, il faut qu'une voix vous réponde. C'est beau, hein? Ces heures de honte et de colère, il faut qu'une voix vous réponde. Voilà. Cette voix sourde, malhabile, je ne sais pas pourquoi elle est malhabile, hein? Lointaine, grandiloquente, oui, hachée, profonde, aux intonations surprenantes, et qui allait tenir le monde pendant un quart de siècle. Tenir le monde. Claude n'aimait pas Pétain, qu'incarnait l'armée. Il se jeta derrière De Gaulle. Ce propos de Charles de Gaulle. Je ne veux pas d'obsèques nationales, ni président, ni ministre, ni corps constitué. Les hommes et les femmes de France et d'autres pays du monde pourront, s'ils le désirent, etc. Donc l'humilité, même pour cet emblème de la France. La rencontre à Londres avec Charles de Gaulle. Claude partit à bord d'un avion de tourisme piloté par un camarade. Il passa au-dessus des tours de Plessis-les-Vaudreuil en battant des ailes. C'est des moments d'histoire familiale, ça. C'est très beau. Hein.
Il se présenta parmi les premiers au général de Gaulle, qui le reçut 10 minutes quand même, 10 minutes. Mais ce qui étonnait le général jusqu'à l'abattement et à l'amertume, c'était le nombre infime des Français qui le rejoignaient. Il se demandait alors si la France n'était pas pétainiste. Oui. Oui. Page 390, il y a le passage sur les pêcheurs de l'île de Saint avec leurs barques et leurs canots. Oui, c'est De Gaulle qui a fait remarquer que les Français sont possédés par leur possession. Ils ont un appartement, ils ont un jardin, ils ont des meubles, ils sont possédés par leur possession. Les premiers qui m'ont rejoint à Londres sont ceux qui n'avaient rien que leur barque, les pêcheurs de l'île de Saint. Voilà la dernière revue de ce passage sur la guerre de 39-45. Peut-être que sur la vidéo suivante, j'ai un peu oublié quelques prolongements, mais on va s'éloigner désormais de la guerre de 39-45. Et voici de nouveau Jean d'Ormesson, jovial, content que on parle de son livre. Au paradis, il doit être très 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 content. Dans l'au-delà. Voilà. Ou plutôt, voici la nébuleuse du cheval dans notre univers. Il paraît qu'il y aurait peut-être d'autres univers que le nôtre. Bon, voir Hubert Reeves sur ça, mais qui n'en est pas un chaud partisan de cette nouvelle théorie. Voilà. Eh bien, nous en avons fini avec cette vidéo. Je vous souhaite de continuer à faire tout ce qui vous plaît et à faire travailler les neurones pour activer votre cerveau. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Voilà. Je vous dis au revoir à toutes et à tous. Au revoir.